Bonjour Nandor, bonjour tout le monde. Salut Eddy, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi midi pour notre live Woodunit. Alors comme vous le savez maintenant, on a des lives techniques, on a des lives commerciaux, on a des lives sur le sujet de WordPress, sur le commercial. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler stratégie avec toi Nandor et on va parler de refonte. Oui, exactement. Moi, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'approche pour la refonte. Bon, déjà, quand on parle de refonte, il faut peut-être préciser ce que c'est qu'une refonte, ou en tout cas, on entend beaucoup de choses à ce sujet qui sont diverses et variées. Là, j'ai pris une définition qui me semblait la plus claire, c'est retravailler un site web déjà existant afin de le refaire ou d'améliorer certains de ses aspects. Quand on parle d'aspects, ça peut être de l'UX, de l'UI, des fonctionnalités, des services. Voilà tout ce qui va faire, qui va transformer le site. Donc, la problématique qu'on va adresser aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes approches pour la refonte ou en tout cas la transformation de ces sites. Et en tant qu'agent spécialisé sur les refontes notamment et la maintenance aussi, on voit de nombreux projets en fait qui échouent, à atteindre leur objectif en raison de mauvaises décisions initiales. C'est un peu dommage parce que finalement, ce sont des mauvais arbitrages qui sont faits dès le départ et qui peuvent coûter très cher, aussi bien en budget, en délai, en énergie pour les équipes internes. Et c'est des choses qu'on voit très souvent et souvent par un manque d'information. Comme on dit, la réussite d'un projet se joue avant même la première ligne de code. C'est que finalement, c'est dès le départ, en fait, finalement, et dans les conseils qu'on va pouvoir obtenir, qu'on va réussir à prendre la bonne voie. Alors, je te coupe pour dire que on est en live. Vous êtes donc, je dis bonjour à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Je surveille le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live et Nandor se fera un plaisir de vous y répondre ou moi si ça me concerne. Voilà, et je regarde le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que Nandor, tu as une petite anecdote avant de te présenter. Une petite Ouais, anecdote exactement. personnelle. Je rebondis dessus, du coup. Et c'est une anecdote qui est assez parlante par rapport à ce type d'erreur-là. C'était il y a 2 ou 3 ans, quoi, un peu plus de 2 ans entre les 2. On a un groupe international qui nous a sollicité dans le cadre d'un appel d'offres, jusqu'ici assez classique. L'objectif était assez clair et très précis, et ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, on était assez content de pouvoir voir que le principal objectif, c'était d'améliorer le back-office qui était trop lent et trop rigide. Alors que le front-end, donc finalement l'interface, convenait très bien. Donc, un objectif qui est très clair, précis, on part là-dessus. On reçoit le cahier des charges. Dans ce cahier des charges, on avait des accès au site en back-office. Alors, pas au site en production, mais sur une copie du site, un site de recettes ou de pré-prod. Et on a vu finalement qu'il était tout à fait possible de répondre à cet objectif de back-office sans refaire l'ensemble du site, mais en migrant finalement l'éditeur. On était sur une version ancienne de WordPress avec de l'ACF. Ce qu'on appelle l'ACF, c'était des champs à remplir principalement. Et on pouvait migrer sur le nouvel éditeur de WordPress qui est Gutenberg. Donc on a eu cette possibilité-là qui permettait de répondre directement à l'objectif avec un back-office plus rapide et beaucoup plus souple en termes de gestion des contenus, avec du drag and drop et de la gestion moderne de contenu. Au final, on a fait cette recommandation-là tout en sachant que c'était risqué, hein, parce qu'on ne répondait pas exactement à la demande. Et ça n'a pas loupé. On a perdu l'appel d'offres, on a été face aux achats qui nous ont dit clairement, ben voilà, vous êtes hors sujet. Bon, ben c'est dommage, parce qu'on proposait une solution qui était moins coûteuse, qui était plus rapide à mettre en place et qui aurait pris moins de temps à vos équipes tout en répondant précisément à votre objectif. Donc la morale de l'histoire pour nous, en tout cas telle qu'on l'a vécu, c'est que la solution la plus efficace n'était pas la refonte, mais une solution intermédiaire, quoi, une autre solution en tout cas, qui a eu une mauvaise décision potentiellement qui a entraîné plus de budget et un temps perdu, avec un arbitrage qui a été fait sans finalement toutes les informations nécessaires pour ça, ou en tout cas c'est ce qu'on en a retenu. Le clou de l'histoire, c'est que cette entreprise, ce groupe est revenu nous voir 2 ans après,
avec exactement le même problème suite à la refonte. Voilà, et voilà, on travaille avec eux aujourd'hui, mais donc on se retrouve vraiment dans cette situation-là, même problème, mais par contre, on n'a pas la même solution parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de pouvoir migrer sur Gutenberg et avoir la même solution aussi efficace parce que le back-office le permet pas. Donc voilà, c'était l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des clés de compréhension pour faire ces arbitrages-là, sachant que on s'adresse principalement nous à des directeurs digitaux, à des directeurs de communication, à des services IT qui connaissent WordPress, mais qui connaissent peut-être pas toutes les solutions autour de WordPress et les différentes approches, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, je précise que tu te positionnes, alors on est Woodunit, hein, agence spécialisée WordPress, mais là, aujourd'hui, tu te positionnes en tant que client, en fait, qui souhaite faire une refonte. C'est-à-dire, au Oui, niveau bah, du c'est pour client, ça que je comment... m'adresse effectivement à de potentiels clients, effectivement, à des nous, on est alors pour me présenter rapidement, peut-être que c'est plus simple. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans la création de sites corporate et événementiels principalement. J'ai passé 7 ans chez l'annonceur, au sein du groupe Canal+, au service digital et ensuite on a monté l'agence il y a 16 ans, donc plus tout jeune tout ça. Mais ça fait 16 ans qu'on fait des sites avec Woodenit, qu'on fait des refontes, des optimisations de sites, de l'évolution, de la maintenance, et qu'on accompagne des grands comptes, des organismes publics et des fédérations. Voilà, en gros, c'est les différents types de clients auxquels je parle. Et effectivement, c'est l'information que je veux leur apporter aujourd'hui parce que ces erreurs-là, principalement, c'est sur ce type de projet que je les vois, même si on peut les trouver sur tout type de projet au final. Alors, je réutiliserai l'image plusieurs fois, moi, aujourd'hui, mais quand on parle de refonte, on peut comparer à d'autres achats et autres, mais j'aime bien l'image de la maison, parce que quand on veut refaire une maison, enfin, on ne fait pas refaire une maison, mais on a des problèmes par exemple, d'étanchéité, des problèmes d'isolation, des problèmes électriques, où on trouve que la façade, elle n'est pas belle, où on veut refaire une pièce supplémentaire. En fait, c'est un peu comme ça le site web. Quand on dit, je veux faire une refonte, en fait, ça va dépendre vraiment de ce qu'on a envie, notre besoin initial. Voilà, on peut tout refaire, comme on peut refaire effectivement l'interface, on peut refaire le back-office, on peut refaire une rubrique. Voilà, il y a effectivement beaucoup de typologies de projets différents. Et les objets, quoi. Moi, en fait, j'ai une petite question à vous poser, peut-être que vous pouvez intervenir directement dans les commentaires. Selon vous, quelle est la principale raison d'une refonte? Que vous soyez finalement agence, freelance ou, euh, ou annonceur, à votre avis, pourquoi effectivement aujourd'hui, quelles sont les principales raisons pour lesquelles on fait appel à nous? Moi, j'en ai listé plusieurs, donc il y a potentiellement un design plus moderne. Est-ce que c'est pour ajouter de nouvelles fonctionnalités? Est-ce que c'est pour avoir plus de trafic ou de conversion? Est-ce que c'est pour résoudre des problèmes techniques, de la sécurité, des performances, de l'accessibilité? Ou est-ce que c'est pour de la difficulté dans la gestion des contenus en eux-mêmes, donc de la rigidité dans le back-office? Est-ce que vous voyez d'autres raisons? Moi, je suis preneur un peu de vos points de vue là-dessus. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ouais, on a un petit décalage entre le live et les commentaires, donc je n'hésiterai pas à les afficher quand ils apparaîtront. Ok, très bien. Bon, en tout cas, moi, je serais curieux de voir ça, donc n'hésitez pas à intervenir pour nous dire ce que vous constatez. Moi, ce que je constate, en tout cas, dans les cahiers des charges que je reçois, c'est que c'est toutes ces réponses à la fois. C'est-à-dire que c'est un peu, en général, des cahiers des charges sur les refontes, des listes au Père Noël, sans hiérarchie claire sur les besoins et sur les priorités. Et c'est le premier problème. Pour moi, une refonte réussie, ce sont des arbitrages à faire. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et pour prendre un exemple très commun, c'est un site éco-conçu, quand on va voir, quelqu'un vient nous voir en fait pour nous dire, voilà, nous on veut un site éco-conçu, c'est notre objectif, un site éco-conçu rapide, et ben ça va pas rimer avec des carousels, des vidéos en pleine page ou en autoplay et des animations dans tous les sens. Il y a des choix à faire. C'est un exemple qui est un peu caricatural, mais finalement qui est assez classique. C'est-à-dire qu'on part sur un objectif très clair, et puis finalement, quand on a des décisions à prendre pendant le projet pour répondre à cet objectif, finalement, non, on va préférer quand même rajouter 3 carousels, 2 sliders, avoir une page très très longue. Voilà, on sait tout ce qui peut jouer sur les performances. Donc il On a faut un faire peu ses tout ça dans choix. les réponses, hein. On a un peu tout ça, effectivement. Là, il y a des réponses qui arrivent.
site vieillissant, code lent, pas adapté, plugin pas adapté, rapprochement entre plusieurs entités aussi, c'est vrai. Ouais, ça c'est intéressant, je l'avais pas cité, mais c'est vrai que c'est quelque Ouais. chose qu'on trouve Mmh. souvent, ouais, tout à fait. Dette technique, SEO, voilà, ça c'est par contre. Ouais, voilà, bon, ben voilà, exactement. Et c'est vrai que bon, il s'agit pas de dire voilà, moi j'ai un seul objectif et je veux me limiter à ça, mais c'est en tout cas de donner des priorités. Et pour pouvoir donner ses priorités et faire ses bons choix derrière, il faut avoir toutes les informations à sa disposition pour faire les bons choix. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir les 3 approches et de voir quelle approche peut correspondre à quel type de projet et puis que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure, si vous en avez. Donc, Eddy, est-ce que tu peux peut-être montrer des exemples? Alors, on va montrer des exemples de sites récents, qu'on a réalisés, sur chacune de ces approches Bien sûr. pour vous montrer un petit peu ce qui retourne. On peut commencer par, alors ça, c'est le site de Cantis. On est vraiment sur, un site sur mesure. Ce qu'on appelle un site sur mesure, c'est un thème sur mesure, c'est-à-dire qu'on est parti d'une feuille blanche, pour tout réaliser. Donc, le pourquoi du site, le pourquoi des fonctionnalités, des contenus, les wireframes, la hiérarchie des contenus. Alors ça lag un peu, peut-être, je sais pas si c'est pareil pour vous, on voit pas vraiment bien le site quand tu déroules. Mais en tout cas, voilà, on est sur un site où l'expérience a été vraiment pensée entièrement en fonction des besoins et de l'objectif. Donc, sur un thème sur mesure. Peut-être que tu peux expliquer, Eddy, ce que c'est qu'un thème et ce que c'est que du sur mesure, vu que tu plutôt adapté pour ça. Alors le thème effectivement, évolue, pas mal, vous avez entendu parler du FSE, du full site editing, il y a quelque temps maintenant. Heu, Avant le FSE, en tout cas, un thème comprenait les fonctionnalités du site, la plupart du temps. C'est-à-dire que quand on avait besoin de nouvelles fonctionnalités, elles étaient intégrées dans le thème. Et avec, le full site editing, on va essayer d'avoir là que pour l'esthétique et toutes les fonctionnalités vont être, déportées, en fait. Ce qui était le cas aussi quand on utilise des extensions. Donc pour aller un peu plus loin, ici, quand on fait effectivement un thème sur mesure, c'est parce qu'on ne veut pas utiliser d'extensions, pour faire, tel ou tel effet. On veut, qu'il y ait un élément sticky, on veut un rollover particulier sur une image. Plutôt que d'aller chercher des extensions qui feraient ce qu'on veut, mais qui feraient aussi plus, voire des choses dont on n'a pas besoin et qui seraient lourdes, on va développer uniquement, le besoin. Donc pour, alléger, garder un site performant, on va développer, les fonctionnalités, je dirais 100% utiles au site et donc ne rien prendre d'aller télécharger des dépendances, pour ce site. Donc on est vraiment sur un principe de haute couture en fait, hein, comme sur le Ouais, sur mesure. Voilà, exactement. c'est de la haute couture. On va répondre précisément aux besoins et rien qu'aux besoins. On peut embarquer des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités qui viendraient surcharger le thème ou le site. On va vraiment aller répondre précisément aux besoins et spécifiquement aux besoins. Ce que je te propose, c'est de passer maintenant à la deuxième approche, donc et partager la dernière réalisation à ce niveau-là, qui sont et donc oui, éviter les surcharges inutiles. Je vois une question, c'est exactement ça. Donc là, on est sur le site de Woodenit. C'est un site qu'on a lancé il y a quelques semaines, quelques mois, et dit sur lequel tu as beaucoup travaillé, il me semble, avec Émilie notamment. Ouais, Et donc là, on est sur ce qu'on appelle un site low-code. Alors, on pourrait l'appeler du no-code, tout à fait. concrètement. Nous, on dit low-code parce que il y a très peu de développement sur mesure. C'est principalement du webmastering. Et tu peux peut-être nous en dire plus aussi sur cette solution. Voilà, pour le coup, on est sur un thème FSE, sur une base en tout cas FSE. Ça veut dire qu'en administration, on peut tout modifier, tout changer, faire de l'entête jusqu'au pied de page. Et quand on avait besoin de fonctionnalités, des cartes, des filtres, des tris ou autres, on est allé chercher des extensions, donc qu'on connaît, qu'on a pu tester, mais en tout cas, on a essayé de faire ce site sans faire appel à un développeur, interne. Il y a des développeurs forcément qui ont développé, le thème et les extensions, mais en tout cas, nous, on n'a pas eu besoin de code pour, avoir ce rendu. Donc à mon niveau, on peut faire les mêmes choses,
en fait, quand ça soit sur du sur-mesure ou en low code, on peut quasiment faire la même chose. Heu, la différence va être effectivement, comme tu disais sur les vêtements, il y a le tailleur qui va faire sur mesure et puis, une autre approche qui est dans des, vêtements plus, plus communs, ce qui convient, ce qui a la bonne taille, ce qui va, et qui va être fonctionnel sans, avoir le tarif aussi d'un sur mesure, mais en n'ayant pas peut-être la performance, enfin vraiment la granularité du 100 ajusté, au projet. Voilà. On va revenir sur les avantages et les inconvénients de chaque solution juste après. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va adapter ici les besoins, finalement, au thème. Mmh. Et à l'inverse, même si maintenant, en termes de personnalisation sur du low-code, on peut aller très loin. À une époque, c'était un peu rigide, hein, on choisissait un thème et puis on personnalisait ce qui était personnalisable. Aujourd'hui, avec le FSE, justement, on peut aller très loin dans la personnalisation, et avoir des choses très proches, hein, en termes d'interface, mais avec des points forts ou des atouts différents et des faiblesses aussi différentes, et on va revenir juste après. Enfin, la troisième approche, qui est tout aussi valable dans le cadre d'une refonte, et on en parlait, ça va être l'approche d'évolution, finalement. On n'est pas uniquement, on garde le thème existant, mais on fait évoluer ce thème. Là, on a pris le cas de l'ADEME. On a refait leur site dans un premier temps, et dans un second temps, on a refait la partie presse. Donc on peut aller voir la partie presse. Là, on est vraiment sur le site global. Et sur la partie presse, effectivement, mais l'idée, ça a été de pouvoir vraiment transformer cette partie et proposer une nouvelle expérience. Donc, faire évoluer l'existant, sachant que c'est pas toujours possible, hein. Tout dépend de l'existant. Je prenais l'exemple tout à l'heure, l'anecdote du groupe international qui avait un site sur lequel on pouvait faire une migration vers Gutenberg et qui a refait son site et ne pouvait plus la faire. Donc tout dépend effectivement vraiment du socle technique qu'on a. Est-ce que ce socle permet ces évolutions? Donc ça, la seule façon de pouvoir répondre à ces questions, c'est d'auditer les sites et de pouvoir regarder ce qu'il y a sous le capot. À partir de là, on est capable de dire, bah oui, on va pouvoir implémenter ça. Non, on va pas pouvoir le faire pour telle raison. Et voici nos recommandations. Mais c'est une approche qui est tout aussi valable, qui est la valable qui est je lis les questions en même temps, je devrais pas. Qui est la solution de transformation. Voilà, donc ça, c'est la troisième solution qu'on, qu'on souhaitait présenter. Bah, du coup, comme toi tu as parlé, je réponds à John Humbert, oui, effectivement, le site de Woodunit, c'est un peu une démo technique et en tout cas, il fallait, on défend justement les 2 approches, le sur mesure et le FSE et on se devait aussi de faire un site en FSE, en full site editing. Ouais. Pardon. Et il y a la question d'Ali aussi que je vois ici, on va y revenir juste après parce que j'en parle justement. Avant d'arriver sur cette question-là, il y a un point qui est important sur les 3 approches, c'est qu'il y en a une quatrième dont j'ai pas parlé jusqu'ici, mais qui est finalement le multisite et qui permet de pouvoir avoir une instance commune, donc finalement un moteur commun, et de pouvoir déployer plusieurs sites sur la base de ce moteur. Donc on est vraiment là dans l'objectif de mutualisation des développements, mutualisation des contenus, mutualisation des fonctionnalités, etc. Et le but, en fait, c'est vraiment de pouvoir ensuite déployer pour des filiales internationales, pour des associations locales, pour des clubs. On voit beaucoup aussi sur les fédérations sportives. Cette approche-là du multisite, elle est valable pour les 3 autres approches. Elle est transverse finalement. On peut le faire dans le cadre d'un site sur mesure, dans le cadre d'un site low-code ou no-code, et dans le cadre évidemment d'une évolution. On voit aussi beaucoup de clients qui viennent nous voir avec un site. Quand on a besoin, on va le faire évoluer vers une solution multisite. Donc on est aussi dans le cadre de la entre guillemets refonte. On fait évoluer le cœur et on passe sur une autre installation. Voilà. Le point qui intervient ensuite, parce que la question des 3 approches, elle ne peut pas aussi se prendre en compte sans aussi la partie éditeur. Parce qu'on peut avoir n'importe quelle de ces approches avec des éditeurs différents. Là, sur la question de l'année, on voyait qu'on parlait d'Elementor par rapport à Gutenberg, par rapport à un Divi, par rapport à
un Visual Composer, effectivement, la question de l'éditeur va se poser aussi. Et l'éditeur, j'aurais tendance à dire, alors il y a des éditeurs qu'il faut éviter, hein, en tous les cas. On sait que Visual Composer, qui est Bakri, c'est ça son nouveau nom, qui a été très utilisé à un moment donné sur des thèmes, embarqué sur des thèmes. C'est une plaie et voilà, il faut s'en débarrasser dans tous les cas, ça c'est clair. Mais il y a des éditeurs qui répondent ensuite à certains besoins, que ce soit Elementor, Gutenberg. Elementor répond à certains besoins du marché, mais il faut l'utiliser dans certains cas. Je prenais l'exemple du multisite. Moi, j'ai une autre anecdote là-dessus par rapport à Elementor. C'était un groupe international aussi qui a souhaité développer un principe d'usine à site, donc vraiment sur du multisite, avec la possibilité de pouvoir déployer des sites pour des filiales, mais aussi pour des business lines, etc. Et a conçu toute son usine à site sur Elementor. Et ça, pour moi, c'est une mauvaise pratique. Et on va le voir juste après. Pourquoi? Parce que Elementor a des avantages qui va permettre effectivement de déployer rapidement, de recréer effectivement des interfaces, de pouvoir s'adresser à un certain type de population. Mais par contre, sur une usine à site, avec des enjeux de sécurité qui sont très forts, international, sur lequel tout va dépendre, le fait de dépendre d'une extension tiers, notamment sur une extension qui potentiellement d'un éditeur privé qui va pouvoir changer les conditions d'utilisation quand il le souhaite, qui va pouvoir gérer les données un peu comme il le souhaite derrière, qui va pouvoir potentiellement aussi avoir plus de problèmes de sécurité parce qu'il n'y a pas toute la communauté WordPress derrière qui va faire évoluer l'extension. Pour moi, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est une solution qui est en train d'être mise en cause au sein du groupe. Donc, c'est pas cette solution-là d'Elementor n'est pas utilisable pour ce type de situation, mais elle le sera beaucoup plus pour d'autres. Ce que je propose, du coup, Eddy, c'est que tu partages le tableau comparatif et justement, on rentre dedans, hein, vraiment. Donc là, c'est très schématisé, hein, évidemment, c'est simplifié, mais ça donne quand même une idée assez claire. C'est pour le sur-mesure, le low-code et l'évolution de l'existant. Le sur-mesure, on va plutôt s'adresser sur des groupes internationaux, des ETI, des grosses structures, des organisations publiques, de la fédération et des grosses associations. Le but, c'est vraiment d'avoir une maîtrise totale sur l'écosystème, une personnalisation totale, mais aussi un des vrais enjeux de qualité derrière, de scalabilité, de pouvoir effectivement mutualiser des développements. Pourquoi? Je parlais des risques de sécurité. Quand on dépend d'un certain nombre d'extensions ou de thèmes, effectivement, du marché, qui, à un moment donné, vont plus être maintenus ou autres, il y a des enjeux, il y a des risques qui sont très forts. Donc, on va avoir tendance à vouloir avoir moins de dépendance possible sur ce type de projet. Donc, effectivement, ça a des coûts qui sont plus élevés. Ce sont des délais aussi plus longs, forcément, qu'un FSE où on va pouvoir aller très vite dans la création. Mais on va pouvoir aller chercher aussi des objectifs de qualité qui sont bien plus importants. Et là, quand je parle de qualité, hein, on parle de sécurité, on parle de SEO, on parle de performance, de temps de chargement, on parle d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, on parle d'éco-conception, on parle aussi de gestion en back-office, on va pouvoir beaucoup plus adapter les choses aux besoins réels. Voilà, donc c'est des solutions qui sont coûteuses, forcément, quoi. En tout cas, la qualité, ça se paye, hein, il y a des démarches derrière de qualité, il y a des responsables qualité, mais ça permet de répondre précisément à des besoins de maîtrise en soi. Sur le low-code, on va être sur des solutions qui vont être beaucoup plus adaptées pour des plus petites structures, hein, des startups qui veulent aller très vite, qui ont besoin d'itérer très, très rapidement, des PME, des TPE, donc on va avoir des notions de time to market, donc de pouvoir déployer plus rapidement, des questions budgétaires, hein, effectivement, ça coûte forcément moins cher. Là, on fait pas appel à du développement, on fait appel principalement à du webmastering, et potentiellement un profil peut tout faire, alors que sur le développement, on sait que c'est plusieurs profils sur un thème sur mesure. Mais on a plus de risques, plus de dépendance. C'est exactement les défauts finalement qu'on a sur les autres solutions, mais c'est des solutions qui sont aussi très viables. Je vois qu'il y a une question sur les thèmes payants. Eddy, j'ai mis de côté plein de questions, effectivement. on y reviendra après, peut-être, si tu préfères, mais oui, bien sûr que c'est un risque, pas que sur les thèmes, en fait. Alors, je reprends la question, risque d'un jour qu'un créateur arrête de le mettre à jour.
ou c'est un paresse. Si, c'est bien sûr que c'est un risque, et c'est un risque sur les thèmes comme sur les extensions. Nous, on va auditer, on doit faire, je sais pas, plus de 50 audits par an. C'est des audits qui sont faits par Jean-Baptiste, qui est notre responsable qualité, directeur technique, qui est responsable aussi de la team core de WordPress. Donc, il connaît bien son sujet, et il va tout de suite identifier des extensions sur lesquelles qui sont plus maintenues, et on en voit beaucoup qu'on doit remplacer. Et c'est des mises à niveau, ce qu'on appelle des mises à niveau une fois que l'audit est fait et qu'on récupère les sites en maintenance. On va identifier les extensions sur lesquelles il y a plus de maintenance, ou les extensions sur lesquelles il y a un risque aussi. Où on voit par exemple que la maintenance est très faible, que les mises à jour sont très faibles, effectivement, et dans ces cas-là, on propose de les remplacer par d'autres. C'est pareil pour les thèmes. On peut avoir bien sûr ce risque-là. Je t'affiche une autre question, je trouve très intéressante. Il y en a d'autres intéressantes. Alors Richard qui dit que sur les inconvénients sur mesure et le low-code, il aura ajouté le temps coût de formation des utilisateurs, éditeurs, traducteurs, etc. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est aussi, et c'est bien qu'on puisse compléter. Je suis sûr qu'il y en a d'autres que j'ai pas mis là. C'est vraiment effectivement les plus courantes, en tout cas ce qui peut parler au plus grand nombre, mais bien sûr, c'est le cas. Et puis l'évolution de l'existence, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est pour n'importe quel type de projet, mais tout dépend du projet en lui-même, comment il a été développé, ce qu'on va pouvoir faire dessus, et est-ce qu'on va pouvoir répondre aux objectifs en apportant des évolutions sur le projet en lui-même. Tout dépend de la façon dont il a été développé. Et ça, c'est des recommandations, c'est vraiment du cas par cas. Je reprendrai l'exemple de la maison. Si vous avez un projet de maison ou de faire évoluer votre maison, vous le savez, je suis sûr, il faut aller voir les bons professionnels, il faut comparer. En fait, on ne peut pas arriver avec un cahier des charges. Nous, ce n'est pas notre métier de faire des maisons. Et on peut avoir un besoin, ça c'est sûr, dire nous, on va refaire la façade, ou on a un problème voilà, il y a trop d'air qui rentre dans la maison. Et vous allez voir des professionnels. Et ils vont vous dire, en fait, c'est ça la meilleure solution pour vous. Et en fonction de votre budget, en fonction de votre temps, en fonction de ce que vous pouvez y consacrer, on va aller plus vers cette solution que cette solution-là. C'est compliqué pour un client, en tout cas, d'aller en disant, je veux cette solution-là. Enfin, je trouve que ça ne fonctionne pas. Et là, pour les sites web, c'est pareil. Il faut vraiment venir avec vos problématiques. Et c'est le professionnel qui va savoir quelles sont les solutions les plus adaptées et mieux adaptées. Et j'en profite pour dire, toujours répondre à Sandra, toujours avec une visio d'éco-conception. En tout cas, c'est le cas chez Woodunit, que ce soit en low-code, en sur-mesure ou autre, on a toujours en tête l'éco-conception, la performance. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que là, le site de Woodunit en FSE, on l'a fait avant tout parce que voilà, nos développeurs sont pris sur les projets de nos clients, c'est toujours la priorité. Donc, travailler sur le site de l'agence, c'est toujours compliqué parce qu'au final, on travaille un peu et puis hop, on passe sur notre projet. Et puis, donc, c'est découplé. Donc, à un moment, Émilie en a eu marre. Elle a dit, viens, Eddy, on le fait tous les deux. On avance, je ne me trompe pas quand je dis ça, Elie, je crois. Et donc, vous l'avez fait entièrement en FSE, donc en webmastering. Il y a eu très peu de développement dessus. Aujourd'hui, on est en train de réaliser les audits donc d'accessibilité RG2A et RGESN pour la partie éco-conception, pour justement améliorer ces parties-là et voir quels résultats on peut avoir. Et c'est assez intéressant, effectivement, de voir qu'on peut avoir du 70%, 80% de conformité max, et encore, mais que effectivement, si on veut du sur-mesure, si on veut de la qualité et aller au-dessus, et avoir par exemple un 100% sur du RG2A, il va falloir le faire sur mesure principalement. Voilà, je reprends ce que tu disais aussi, Eddy, sur les constructeurs et le fait d'aller voir un professionnel avec des besoins plutôt que des solutions pour avoir les solutions. C'est vrai. Néanmoins, il faut faire attention, il faut aller faire prendre plusieurs avis parce que les agences ont tendance à proposer les solutions qu'elles maîtrisent et qu'elles développent. Nous, par exemple, on fait du Gutenberg, on fait en nouveau projet, on ne fait pas d'Elementor, on maintient des sites Elementor, mais on n'en fait pas sur des nouveaux projets. Donc forcément, quand quelqu'un va venir nous voir avec un nouveau projet, on va proposer l'approche qui nous semble la plus adaptée, mais qui est la nôtre.
Mmh. Potentiellement, une autre agence qui fait que du Elementor va proposer du Elementor. Donc il faut faire attention à ça. Il faut, je pense, élargir un petit peu la recherche. On va y revenir. Mais moi, ce que je vous propose, c'est déjà de lister les 3 grandes questions à se poser avant de se décider. Pour moi, la première, c'est déjà, quels sont les objectifs de mon projet prioritaires? Concrètement, on en a listé un certain nombre, hein, SEO, conversion, modernité du site, maintenabilité, performance, accessibilité, AX, ce qu'on appelle l'AX, c'est la gestion en back-office, l'expérience back-office, l'éco-conception, etc. Il faut donner une hiérarchie là-dedans. Donc ça veut dire noter finalement chacun de ses besoins pour que l'agence en face puisse aussi bien comprendre quelles sont les priorités, parce que si on met tout au même niveau, forcément, il n'y a plus de priorité. Donc ça, c'est un point qui paraît évident, mais qui est essentiel et qu'on ne voit pas la majorité du temps dans les cahiers des charges. La deuxième, c'est quelles sont mes contraintes. C'est pareil, on parle de budget, délai, des ressources internes aussi sur le projet. C'est des choses qu'on voit assez peu, mais concrètement, combien de temps j'ai à dédier à ce projet en interne avec mes équipes, mais aussi combien de temps j'ai sur les contenus, sur la production de contenu, parce qu'on parle toujours de sites, mais le contenu et le contenant, c'est important, mais le contenu tout aussi important, et ça retarde beaucoup de projets, on le sait bien. Donc, c'est important de en parler à ça. Et puis les lister, être assez clair sur le budget. Le budget, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les cahiers des charges. Je pense que c'est important de pouvoir communiquer dessus. Alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Hein. Moi, il y en a certains qui me disent, mais oui, mais quand on communique un budget, les agences alignent toutes sur ce budget. Donc, comment on fait finalement? On n'a pas de garantie là-dessus. Je préfère pas en donner. Comme ça, on voit. Ouais, mais au final, si on n'en donne pas, il y a plein d'agences différentes qui peuvent se positionner. Et ces agences-là, elles se positionnent à des prix qui sont du simple au quintuple. Et donc, du coup, on s'y perd un peu. Et elles-mêmes ne savent pas filtrer pour bien savoir si ça correspondent à votre besoin. Donc, moi, ce que je recommande, et c'est quelque chose que j'ai vu dans un cahier des charges que j'ai trouvé très bien, c'est finalement de donner un budget minimum. Donc, se dire, voilà, pour notre projet, nous, le budget qu'on alloue minimum, c'est celui-là. Ça permet quand même aux agences de pouvoir se positionner, savoir si ce budget minimum correspond à leur offre et à peu près à ce qu'ils pourraient proposer. Moi, je sais, par exemple, si le budget minimum est trop bas, j'aurais tendance à dire, peut-être qu'effectivement, c'est pas un appel d'offres pour nous parce que on va se positionner, nous, sur le plus haut et on va être hors sujet, on va être disqualifié pour ça et donc ça correspond pas forcément à notre projet. Maintenant, si le budget minimum correspond au budget minimum sur nos projets, ça permet effectivement de savoir, et un premier filtre de savoir que potentiellement on peut y répondre et que c'est pertinent pour nous. Donc voilà, c'est le deuxième point, ce sont les contraintes. Et selon finalement ces objectifs et ces contraintes, c'est de se dire, quelle est l'approche la plus adaptée à mes objectifs et mes contraintes. Et sur cette dernière question, vous ne pouvez pas en tant qu'annonceur y répondre seul. J'en suis persuadé, à moins que vous connaissiez très bien WordPress, ce qui arrive, hein. Je ne dis pas le contraire, notamment dans les équipes IT, mais la majorité du cas, c'est pas le cas. Il faut faire des recherches, s'informer, creuser, poser les bonnes questions, s'intéresser finalement pour comprendre. Quand tu prenais l'achat d'une maison, Eddy, quand on va acheter une maison, quand on va refaire une maison, c'est nécessaire de comprendre ce qu'on achète, de comprendre ce qu'on fait, et d'y passer du temps, de discuter avec des professionnels, donc plusieurs professionnels, potentiellement plusieurs agences, pour se faire une idée plus précise, avancer dans sa réflexion et avoir une bonne idée effectivement de l'approche à adopter pour son projet, en tout cas qui est la plus adaptée. Donc des spécialistes, il y en a plein. Il y a plein d'agences qui proposent de faire des audits, qui proposent d'en parler. Profitez-en, allez discuter avec les agences directement, ça demande du temps. C'est une évidence. Nous, on propose un audit gratuit dans le cadre de notre démarche commerciale, on va dire. On propose de prendre du temps. Moi-même, je propose un call de 30 minutes pour vous adresser des recommandations ciblées. Merci Edgy pour l'affichage du QR code. Vous pouvez directement le scanner et prendre rendez-vous avec moi. Et ça vaut le coup parce que ça permet effectivement vraiment de pouvoir se faire une idée très claire de ce qui est possible ou pas. Et encore une fois, discuter avec plusieurs agences. Je comprends aussi qu'il y ait beaucoup d'annonceurs qui n'aient pas le temps de le faire et qui ça intéresse pas. Et c'est normal. Vous avez un responsable marketing va s'intéresser avant tout à comment convertir et peut-être qu'effectivement d'aller dans ces approches-là, c'est pas quelque chose qui
sur lequel il va pouvoir dédier du temps, et je le comprends. Il y a aussi des indépendants, des agences qui sont spécialisées dans l'accompagnement. C'est pas notre cas, hein, sur les appels d'offres, mais qui peuvent vous aider finalement et à qui vous pouvez déléguer ce travail de pouvoir bien synthétiser les besoins, rédiger le cahier des charges, aller voir les agences, sélectionner les agences et vous accompagner du début jusqu'à la fin pour trouver les bonnes solutions et les bonnes agences pour vous. C'est des choses qu'on voit de plus en plus et qui sont tout à fait pertinentes. Voilà, on a dressé en quelques minutes les différentes approches. Peut-être qu'on peut prendre des questions s'il y a des questions. On va prendre quelques questions. Alors, la première, elle est peut-être pour moi. Gutenberg ne gère pas 100% mobile. Comment vous le gérez? Surcharge CSS. Les seules surcharges CSS qu'on a dû faire sur le site, c'était pour les boutons, des rollovers, des choses comme ça. On n'a pas eu besoin de faire de CSS, en tout cas sur la version mobile. Donc, Alex, je suis preneur que tu me dises en MP. Quels sont tes soucis? Alors, je sais que Gutenberg, c'est pas encore 100% nickel, mais quels sont tes soucis sur mobile? Voilà. Par contre, on a utilisé une extension pour cacher des choses sur mobile. Une autre question, une astuce. Ouais, bah ça, j'en parlerai. Je vais faire bientôt un atelier, moi, sur comment on passe d'Elementor à Full Site Editing. Donc, on est un peu hors sujet. Mais petit spoiler, j'utilise l'IA pour faire des choses qui sont un peu pénibles à faire à la main. Voilà. Ah, une question. Lali, multisite égale usine à site? Très bonne question. Alors, non, mais c'est pas égal à usine à site. En fait, le multisite, c'est une instance commune qui permet effectivement de gérer les différents sites. Je pense que ça, c'est très clair. Une usine à site, en fait, on va avoir différentes définitions selon qui utilise. Nous, la façon dont on l'utilise, en fait, c'est une version du multisite, mais avec finalement une synchronisation au niveau des blocs. Donc, on va avoir finalement une bibliothèque de blocs de Gutenberg, donc de contenu. Et des compositions, voilà. Ouais. Là, et des compositions, de blocs qui vont être mutualisés sur l'ensemble des sites et qu'on va pouvoir synchronisés sur l'ensemble des sites, qu'on va pouvoir finalement faire évoluer de façon transverse sur l'ensemble des sites pour gagner une vraie homogénéité entre les différents blocs. Et ensuite, on va aussi donner la possibilité de pouvoir avoir des spécificités par site, des fonctionnalités par site, mais toujours avec une mutualisation de l'ensemble des fonctionnalités sur l'ensemble des sites, et la possibilité soit de déployer automatiquement par les équipes de nos clients qui vont avoir finalement l'interface pour pouvoir déployer directement et de façon indépendante, soit qu'on continue à garder la main sur le déploiement finalement et que ce soit de notre côté. Donc voilà, c'est cette mutualisation en fait, la notion d'usine à site, mutualisation des blocs, mutualisation des contenus, parce qu'on peut faire de la synchronisation entre les contenus, entre les sites aussi, et de la mutualisation des fonctionnalités, mutualisation du SEO, etc. Voilà. Alors, dès lors qu'un client décide d'apporter sa solution technique, c'est compliqué de lui apporter une véritable expertise de conseil, de recommandation. Comment gérez-vous ces cas? Ouais, c'est vrai, on a beaucoup. Alors, quand un éditeur vient nous voir ou un annonceur avec un besoin d'utiliser Elementor, ben, on cherche déjà à comprendre pourquoi effectivement ils veulent utiliser Elementor. Et en général, quand on arrive à remonter sur la raison pour laquelle ils veulent utiliser cette extension en particulier, on arrive à expliquer pourquoi en fait on peut répondre aux besoins différemment ou mieux à travers nos solutions. Après, parfois ils en démontent pas, hein, et voilà, quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser Elementor en back-office et qui veut rester sur Elementor, on a beau lui expliquer que voilà pourquoi on recommande de passer sur Gutenberg, on n'aura pas forcément gain de cause, mais en tout cas, c'est la démarche qu'on essaie de mettre en place. Encore une question d'Ali. Alors, ce que je retiens là, c'est le changement d'agence. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça la question, mais le fait de développer ou de faire du low-code ou du sur-mesure ou autre pour que le client puisse aussi changer de prestataire au bout d'un moment. Bien sûr. Quand on a du code qui est, comment dire, propriétaire, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent cette confusion sur le sur-mesure. Alors, en fait, quand on me dit sur-mesure, moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, et des annonceurs en face qui me disent: «Ah, mais du sur-mesure, il n'y a que vous qui le maîtrisez», du coup. Donc, nous, on n'a pas envie d'être sur un site que derrière, personne ne peut reprendre.
Et oui, je comprends cette crainte en fait, et ça peut effectivement être trompeur, ce terme sur mesure. Sur WordPress, le sur mesure, c'est pas exactement ça, parce que finalement, on a des codings standards de WordPress que toutes les agences devraient respecter. Donc normalement, si les codings standards sont respectés, derrière, ça peut être récupéré par une autre agence très facilement. Voilà, normalement, il y a effectivement toute une politique de réversibilité sur un certain nombre de projets aussi, qui sont des projets plus importants, on va dire, où on va documenter tout ce qui est sur mesure. C'est-à-dire que tout ce qui est natif à WordPress, finalement, on va laisser WordPress le faire, hein, on va pas, on va faire la roue, et puis en plus ça évolue tout le temps, donc c'est très bien. Donc quand je dis WordPress, c'est le cœur de WordPress, c'est Gutenberg notamment. En revanche, tout ce qui a été créé sur mesure, même si ça respecte les codings standards de WordPress et que n'importe qui peut le récupérer, il faut quand même produire une documentation pour que derrière, ça puisse être récupéré par un prestataire facilement, évidemment. Et si jamais il y a un changement de prestataire pour X raison, je pense que la responsabilité de l'agence aussi derrière, c'est de pouvoir accompagner son client dans cette migration, potentiellement en communiquant avec l'agence en face. Une dernière question, hop, que j'ai mis là, voilà. Et je te la laisse, du coup. Le FSE est bien plus accessible et donc la formation à la gestion mise à jour du site devrait être plus simple pour les clients. Bah, en fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que nous, en tout cas, parler de notre expérience, quand on fait du sur-mesure, on entend par là créer des nouveaux blocs, par exemple. Voilà, surtout créer des nouveaux blocs Gutenberg. Donc, ça reste de l'utilisation d'un bloc Gutenberg que notre client va pouvoir utiliser comme un autre bloc, que ce soit une bannière, média plus texte, paragraphe ou autre. Simplement, il va y avoir de nouveaux blocs. D'autres blocs vont être surchargés. Il va y avoir des variations de style ou des choses comme ça. Il y a très peu, finalement, comme tu le disais, de nouvelles fonctionnalités qui amènent de nouveaux menus, des choses un peu complexes dans l'administration. On évite au maximum pour que ça reste accessible par nos clients. Donc la formation, elle est pas plus complexe. Je parle en connaissance de cause puisque je forme tous nos clients au back-office de leur site et il y a très peu de différence finalement entre un site low-code et un site sur mesure. Ça reste de l'utilisation de l'éditeur Gutenberg, l'utilisation des modèles, des compositions, des menus, tout ça assez classique. C'est bon, je t'ai perdu, Nandor? Donc, c'est toujours là. Là, j'ai des problèmes de connexion un instant, je suis désolé. Mais c'est important ce que tu as dit en fait, parce qu'effectivement, je complète et puis on va pouvoir finir là-dessus. Mais le sur-mesure, quand on fait du sur-mesure sur WordPress, quand on fait un thème sur-mesure, mais qu'on utilise les. Ah ben voilà, ça a coupé. Je vous remets le QR code Nandor. C'est bien, il a tenu 45 minutes quasiment de webinaire. Donc, n'hésitez pas à lui poser vos questions, à prendre rendez-vous si vous voulez affiner votre projet, votre besoin de refonte, en discuter avec lui. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau live de Woodunit. Et puis, posez vos questions à Nandor en commentaire. Il sera un plaisir d'y répondre et il complétera sa phrase quand il sera de nouveau en ligne. À plus. Ciao, bon week-end.